Non seulement tu vas préparer la victoire, mais tu prépares la défaite. Mais tel n'a pas été le cas en Guinée. Après les élections présidentielles, Cellou Dalein n'a pas reconnu la défaite. Bon, il ne l'a pas préparé. Quand il a reconnu, il dit que Alpha Condé est légal, mais il n'est pas légitime. Il est légal, mais il n'est pas légitime. C'est ce qu'il a dit. Que parce que les élections ont été truquées, lui, il n'a pas gagné les élections, il avait gagné des élections, mais les élections ont été truquées. Donc, il est légal, mais pas légitime. Bon. Et il a dit, avant l'investiture du président, il dit qu'il ne travaillera jamais avec Alpha Condé. Ou il l'a dit à Dakar. Il dit qu'il ne travaillera jamais avec Alpha Condé. Donc après l'investiture, avant l'investiture, il avait déjà quitté le pays. Il dit qu'il partait se prêter, des trucs comme ça. C'est bien. Mais quand même, c'est ton pays. Tu n'avais pas de choix. Les gens disent qu'il a été très pacifique d'avoir accepté, c'est un homme de la paix, d'avoir accepté la défaite. Mais non, il n'avait pas de choix, c'est ça. Parce que la victoire, l'autre a été intérinée par la communauté internationale, par le peuple de Guinée. Donc il n'avait aucun autre choix que de l'accepter. Il n'avait pas de choix. Mais il est resté sur sa position pour dire que le président est légal, mais il n'est pas légitime. Mais avec tout ça, qu'est-ce qui fait encore d'autres problèmes aujourd'hui en Guinée? Je vais dire ceux qui n'hésitent pas. En Côte d'Ivoire, vous êtes ivoirien, je vais vous demander si cela est vrai. Dans chaque commune en Côte d'Ivoire ou dans chaque petit village, il y a encore des chefs de village. Oui, nous avons des chefs de village. J'avais des chefs de village. Mais ces gens-là ne vivent pas dans l'anonymat. Ah non, non, ils ne vivent pas dans l'anonymat. Ils ne vivent pas dans l'anonymat, ils sont clairs. Oui, ils sont légitimes. Ils communiquent. Oui, ils viennent accueillir les présidents, ils sont en état. Ouais. On appelle les chefs de communauté, les chefs de village. Par contre, ils ne sont pas dans l'administration. Non, non. Vous avez vu? Ils ne sont pas politiciens. Mais ces gens-là, ils jouent un poids. Oui, sur le plan communautaire. Le plan communautaire, culturel, mais ils ont un grand poids, mais ils ne vivent pas dans l'anonymat. Tandis qu'en Guinée, ces gens-là vivent dans l'anonymat. Ça veut dire quoi? On ne les voit pas. Ils ont une influence sur tous les leaders politiques en Guinée. Moi, je ne parle pas des imams, je ne parle pas des machins. Je ne parle pas des imams, je ne parle pas des prêtres, je parle des chefs de village. On parle le même langage. Il y a ces trucs qui sont invisibles chez nous. Chez vous, ils ne vivent pas dans l'anonymat. Chez vous, ils ne vivent pas dans l'anonymat, c'est connu. Ils communiquent directement avec le gouvernement. Avec toutes les autorités, ils communiquent. Tandis que nous, ces gens-là vivent dans l'anonymat. C'est en Guinée seulement que tu pourras trouver, même chez les peuples, dire que tel est esclave, il n'est pas noble. Un bas ne peut pas commander un diallo. Oui, ça existe. Il y a des ethnies, il y a des peuples aujourd'hui. Demandez à quiconque, vous avez beaucoup de contacts avec les peuples, tout ce que je dis est vrai, il faut. Quand il y a une naissance dans certaines familles pays, pour faire des sacrifices spirituels, parce que c'est un bébé, c'est le baptême, tu n'as pas droit, il y a des peuples qui n'ont pas le droit d'égorger un mouton pour le sacrifice de leur enfant. Parce qu'ils ne sont pas nobles. Bon, ça c'est dans le passé, dans le temps ou bien? Maintenant, ça c'est toujours actuellement ça existe.
Ça existe et ça existera au Fouta. Dans le Fouta. Dans le Fouta. Il y a des peuls là-bas qui n'ont pas le droit à égorger. J'en connais ici, à Edena ici, des peuls ici qui font des enfants, mais ils n'ont pas le droit d'égorger un mouton pour leur enfant. Et tu vois le même ici, à Indiana ici. Ici, j'en connais plein qu'ils considèrent comme des peuls, comme des esclaves. Eux, leurs enfants, filles, les peuples nobles ont le droit d'épouser leurs enfants, mais eux n'ont pas le droit d'épouser leurs enfants. Excusez-moi de rire, c'est pas rigolo. Non, c'est... Est-ce que vous comprenez? Ouais. Non, demandez Ça, à c'est entre les peuls là même. ça c'est d'abord entre les peuples. Oh. C'est pour vous dire qu'il y a des problèmes difficiles en Guinée que les politiciens ne veulent pas dire. Tant qu'on se dépasse pas de cette culture, rien ne marchera. Vous avez vu déjà un début de haine. Donc, entre eux, Donc, non, c'est pas pour vous interrompre, pour que vous continuez. Donc, cette pratique-là déjà, ça frustre, ça frustre, ça continue à frustrer ceux dont ils sont taxés d'esclaves. bien sûr. Ils ne sont pas habillés de leurs droits légitimes, Vous savez- sur le complet. Vous savez comment ils ont appelé, demander à un peuple, vous savez, Kerno Muntaga, demandez-le comment ils appellent les autres qui ne sont pas peuples. Demandez-le honnêtement comment vous appelez vous, vrai peuple là, le vrai peuple, comment ils appellent les autres personnes. On les appelle Baléjo. Il faut écrire ça, regarde. Baléjo. Si demande la chose à Muntaga, qu'est-ce que Baléjo veut dire? Ça veut dire des esclaves. Un peu là. Un peu. Ça veut dire esclaves de l'autre côté. Donc tous ceux qui ne sont pas réellement des peuples, ils les ont appelés Baléjo. Que tu sois malinqué, soussou, whatever. Quand tu es dans leur milieu, on t'appelle Baléjo, esclave. À plus forte raison, les peuples qui ont la peau noire dans le Fouta là-bas ont toujours été considérés des esclaves. Eux, ils ont droit à épouser leurs filles, mais eux n'ont pas droit à épouser les leurs. Donc, la relation n'est pas réciproque. non, elle n'est pas réciproque jusqu'à nos jours. Regardez le cas de Bamamadou. De Bamamadou. Aujourd'hui, Qui est Bamamadou? il est décédé, mais Seloudalé a hérité son parti. C'est lui qui a passé la même chose, qui a vendu son parti à Seloudalé Diallo avant sa mort. Après sa sortie de prison, il est venu, il a vendu le parti à Seloudalé Diallo. Mais Bamamadou a tout fait pour être élu. Les peuples nobles n'ont jamais voulu. Ils disent qu'un esclave ne va jamais nous commander. Ils n'ont jamais demandé cette opportunité. Il n'a jamais gagné les élections. Jamais. Donc les gens là, jusqu'à présent, ils ont une arriéré mentale, s'il faut le Vous avez vu appeler comme ce ça. problème? Ça c'est du côté Malinki. Chose du peuple. Maintenant je vais aller du côté Malinki. Où cela existe encore. Il y a ces chefs de village de part et d'autre, chez les Malinqués et chez les peuples, mais qui restent toujours invisibles. Quand vous venez comme gouverneur dans la région, vous êtes obligé de passer, voir le chef de village se confier à lui. Vous vous confiez à lui et le plus souvent, vous marchez sur ses ordres. C'est pas mauvais en tant que chef de village. Ça, c'est le respect du village. Mais il faut que cela soit au vu et au-dessus de tout le monde. Pour ne pas créer des frustrés. Parce que le gouverneur ne sera pas en plein exercice pour qu'on l'arrête, pour lui dire non, ne fais pas ça. Ça veut dire qu'il y a une autre force divine derrière le gouverneur qui reste invisible. Il y a une force qui est derrière le gouverneur qui reste invisible. Les gens vont, les innocents vont se poser la question. Mais il y a quoi? Pourquoi le gouverneur a commencé de faire ceci? Il a arrêté. C'est la même chose qui se transfère sur les présidents.
Voilà le problème. Un président élu en Guinée, il y a des décisions quand il les prend. Ceux-là qui sont de son ethnie ou pas, mais qui se sentent encore chefs de certaines communautés, viendront le voir. Ça, c'est pas bon pour notre communauté. Ça, c'est pas bon pour notre communauté. Il faut arrêter, même si la décision est administrative, est légitime. Mais ils viendront lui dire non. Il faut arrêter ça. Donc, ils vivent dans ce cercle-là. Il y a toujours cette force divine-là, invisible-là, qui est derrière eux, qui reste invisible pour le reste de la population. Mais ceux qui en savent connaissent ce qu'il y a au fond de ce problème. Que tu sois Peul, Malinké, Soussou, il y a ces conservateurs invisibles. Ça, c'est des conservateurs. Je les appelle comme ça. En Côte d'Ivoire, il y en a, les chefs de village. Ça, c'est des conservateurs. Mais ces gens-là sont modèles, sont modernes parce qu'ils communiquent avec tout le monde. Tout ce qu'ils font est visible. Mais chez nous, ça reste invisible. Donc, il y a cette contradiction nocturne qui existe entre les communautés qui reste invisible. Dire que je vaux mieux que celui-là, je vaux mieux que celui-là. Mais en plus, quand je veux parler de ce concept de ces conservateurs, il faut faire exception par exemple au Fouta. Je ne suis pas de Fouta, je n'ai rien contre eux, pas du tout. Mais voilà, notre indépendance. Sékou Touré a demandé qu'on vote non au blanc. Mais à l'époque, il y avait une culture théocratique dans le Fouta, qui ne travaillaient pas, qui étaient des intellectuels, marabouts et autres. Donc, ils utilisaient d'autres personnes pour travailler pour eux. Ça veut dire qu'ils avaient plus de connexion avec le clan, avec le colon, que les autres. Ils avaient plus de connexion que les autres, parce qu'ils sont venus d'ailleurs, des autres pays pour se voir en Guinée. Donc, ils sont venus avec toutes leurs connexions, avec leur bagage intellectuel, religieux, ils sont venus s'installer. Et heureusement, ils ont eu le contact de ces blancs qui ont profité de ça pour envoyer leurs enfants à l'extérieur. Beaucoup de peuples sont partis à l'extérieur avant notre indépendance. Maintenant, quand nous avions demandé notre indépendance, le Fouta a voté oui à la fin. Alors que Sékou Touré, une partie de la Guinée, la forêt, la Haute-Guinée, la Basse-Côte, ont voté non. Sous la direction de Sékou. Ils ne voulaient plus le colon. Mais comme les autres là avaient plus de connexion avec le colon parce qu'ils en profitaient, leurs enfants étaient dans les hautes écoles en Europe, il fallait voter oui. Ils ont voté oui. Mais tout de même, le non a dominé sur le oui. Depuis lors, il y a cette opposition entre les Guinéens, tout le reste des Guinéens et les peuples. Ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Il y a eu cette histoire-là. Donc, après l'indépendance, Sékou Touré est venu, on n'avait pas de cadre en Guinée. Tous les cadres étaient du côté du Fouta ou à l'extérieur. Sékou Touré a demandé, ok, on a notre indépendance. Je demande à tous les enfants peuls qui sont partis à l'extérieur de revenir en Guinée pour qu'on forme le gouvernement et on travaille encore. Alors, il a demandé aux cadres peuls qui étaient à l'extérieur pour qu'ils viennent. On va former notre gouvernement et travailler. On a eu notre indépendance. Ceux-là l'ont répondu que non, que tu as trop vite pris cette indépendance. Que ce n'est pas nous. Nous ne travaillons pas avec vous parce que vous aviez demandé votre indépendance. Il faut la conserver. Nous ne venons pas. Ils se sont refusés. les intellectuels peulh. Les intellectuels peulh sont restés à l'extérieur. Ils ne sont jamais venus pour s'associer à nous. Le peu de peuples qui sont restés en Guinée appartenaient à ces familles de peulh, du PAG et même des esclaves, si j'ose dire. Le PAG, ça c'était le bloc africain de Guinée qui appartenait uniquement aux colons, aux chefs de canton, aux anciens chefs de canton contre lesquels Sékou Touré avait combattu
pour accéder au PDG. Vérifiez bien. Quand vous partez sur Internet, vous allez voir le héros et le tyran. Vous allez voir, vous allez lire, vous diront, tous ceux qui se sont mis contre Sékou, tous les gens que Sékou a mis en prison. 95 ou 98% de ces gens-là sont des enfants de ces anciens leaders du BAG, du bloc africain de Guinée, qui appartenaient au bloc colonial, qui n'ont pas soutenu l'indépendance. Donc c'était des enfants de frustrés, c'était des enfants où leurs parents leur disaient non, on ne veut pas cette indépendance, il faut s'opposer à ça. Et malheureusement, le côté qui a dit non, qui étaient des minoritaires, pas, si je dis minoritaires, je ne veux pas dire en nombre, mais en connaissance des intellectuels ou autres là, ils étaient mineurs par rapport aux autres là. Donc eux, ils avaient accepté déjà le non. Donc ils ne pouvaient rien contre le non, le oui, ils ne pouvaient rien contre le oui. Chose contre le oui, ils ne pouvaient rien contre le non. Donc, et après ça, Sékou Touré a commencé, et ces gens-là ont commencé à s'obstiner à l'extérieur, à faire des petits coups d'État. Ils se sont obstinés et disent bon, Sékou Touré est comme ça, il a pris l'indépendance, nous on ne veut pas de lui. Il faut ceux-là qui font les complots. C'est ceux-là qui font des petits coups bas là-bas à l'extérieur. Et Sékou Touré n'a pas pardonné. Voilà le problème qui prévaut en Guinée. Donc jusqu'à aujourd'hui, il y a encore les séquelles du colonialisme qui existent dans l'esprit de tous ces gens-là. Il y a les petits séquelles là qui restent encore. Je vaux mieux que telle personne, je vaux mieux que telle personne. De telle sorte qu'il n'y a pas de respect absolu entre l'ethnie malinké et l'ethnie seule. Il n'y a pas de respect. Mais malgré tout ça, il y a encore ce petit problème chez le malinké qui dit que le griot ne peut pas être président, ne peut pas nous commander, parce qu'il est griot. Tel est le cas de Lansana Kouyaté, par exemple, qui est un leader politique qui était allié à Alpha Condé, qui a quitté son alliance pour aller chez Sékou Dalin. Bon, les Malinké disent non, même si Lansana Kouyaté brillait comme une étoile, il ne peut jamais être président parce que nous n'allons pas voter pour lui, parce qu'il est griot. Donc il y a ce petit esprit de conservation. Maintenant, le refus catégorique de l'opposition d'aller aux élections, ils l'ont dit. Ils l'ont demandé à Sékou Dalin. Sékou Dalin dit qu'il n'ira jamais aux élections législatives tant que Alpha Condé est là, que s'il partait aux élections législatives, c'est pour légitimer le pouvoir d'Alpha Condé. Que s'il y a élection, ça veut dire que le pouvoir d'Alpha Condé est légitime. Donc lui, il n'acceptera jamais que le pouvoir d'Alpha Condé est légal, mais il n'est pas légitime. Aller aux élections et avoir une assemblée, c'est légitimer le pouvoir. Il must be kidding. Yeah. Voilà le simple problème, il n'y a rien d'autre. Voilà ce que le policier refuse de dire, mais heureusement il a dit à bouche ouverte. Lui-même il a dit. Finalement. Il dit aller aux élections, c'est légitimer le pouvoir d'Alpha Condé. Donc il n'acceptera pas d'aller aux élections. Mais ce que le frère venait de dire tout à l'heure qu'il condamne Alpha. Oui, il condamne Alpha. Mais voilà la politique d'Alpha. Alpha n'est pas violent du tout. Il faut se dire la vérité. Je ne le soutiens pas. Il n'est pas violent. Il a voulu, comme le pays a duré dans cette anarchie, durant 54 ans, on parle de démocratie, il n'y avait pas de libre expression, les gens, les Guinéens ne pouvaient pas critiquer, ils ne pouvaient pas chercher à savoir qu'est-ce que c'est ça, il n'y avait pas la libre expression. Maintenant nous sommes en démocratie, ce que Alpha Condé a voulu, il dit il faut que tous les Guinéens se disputent entre eux, qu'ils sachent qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'autre là, qu'on en discute très fort, que les gens se tirent entre eux, qu'après il va trancher. Que c'est ce qui fait vraiment la vraie démocratie. Il faut que les gens s'expriment librement, que les gens apprennent à s'exprimer, apprennent à critiquer leur chef pour qu'ils changent.
Il dit oui, je sais ce que je suis en train de faire n'est pas aussi plaisant. Il dit c'est pas plaisant. Mais critiquer. Critiquer pour qu'au fur et à mesure on change. Mais dans le sens positif. Mais malheureusement, notre opposition n'est pas de ce côté parce qu'il y a plusieurs formes d'opposants en Guinée. Il y a les opposants qui ont peur. Parce que au partir du moment où ils ont trouvé dans notre constitution que même après les élections législatives des députés, que la loi guinéenne est capable de doter l'unité de choses parlementaires pour t'amener à la justice. Donc ces gens-là, quand le Alpha est venu, il a demandé qu'il allait faire les audits. Ces gens-là ont toujours crié sur tous les toits, non, il n'a qu'à faire, nous on n'a rien fait, on n'a rien fait. Donc vers ces derniers mois, quand il avait demandé de donner la date pour aller aux élections, il a commencé à distribuer les résultats des audits à tous ces leaders. Il dit prenez connaissance de vos malversations durant tout ce que vous avez fait, voilà ce que vous avez fait. Bientôt vous serez convoqués en justice pour défendre. Donc ils ont commencé à temporiser la situation et de l'autre côté ils disent qu'ils vont prendre la rue pour empêcher d'aller aux élections. Ils vont vivre dans ça jusqu'à ce que le pouvoir d'Alpha Condé tombe. Et après, on organise des élections. L'un d'entre eux viendra au pouvoir. Donc, il n'y a plus d'audit là. Les manifestations vont continuer encore. Les manifestations vont reprendre. Voilà leur intention. Ce n'est pas parce que le monsieur ne veut pas aller aux élections. Mais je vous assure que d'ici le 5 avril, vous entendrez quelque chose. Vous allez me dire, je vous dirai que oui, on s'allait ma résistance. D'ici le 5 avril du mois prochain, vous allez entendre. S'il ne prend pas de décision, s'il veut aller aux élections ou il ne veut pas. La seule chose qui fait qu'il ne veut pas aller aux élections, parce qu'il sait que la CENI n'a pas fini de faire le recensement dans le pays. Il sait que le recensement n'est pas terminé. Il ne veut pas donner la date avant que les recensements la CENI met toutes les fiches scellées dans le dossier de la CENI. Parce que là, s'il donnait par exemple la date officiellement, certainement que les membres de la CENI seraient empêchés dans certaines communautés pour faire leur recensement. Mais maintenant, ils n'étaient pas sûrs que le recensement, il ne reste que 10 jours. Les recensements vont finir et c'est ce qu'il va concéder au 5. Quand ça finira, vous allez l'entendre. Il va prendre sa décision. Soyez-moi. Wow. Ah, mais là, c'est l'Afrique, hein, c'est identique un peu partout. Ces gens de situation. Mais en Guinée encore, là, cette histoire d'esclavage là, mais moi, ça me perturbe un peu. C'est-à-dire, par exemple, mais maintenant, il y a des associations qui ont créé maintenant des associations pour qu'on n'entend même plus parler de ça chez nous. Ah bon? Ça existe. On t'entend parler de ça là, tu peux même aller en prison maintenant pour ça. Chez nous. Ça existe dans le pour que ça finisse. Parce que c'est un truc qui a été très mauvais. Ça existait. Moi, j'ai connu jusqu'à l'âge de 15 ans. Je sais qu'il y a. Et jusqu'à aujourd'hui, moi-même qui me parle, il y a des ethnies, il y a des familles dans lesquelles moi personnellement, alors là même, malgré tout, je ne peux pas me permettre d'aller prendre une femme par exemple. Je veux marier. Non. Comment ça? Par exemple, comme il le dit, dans des familles, il y a l'histoire de griots qui existe chez nous. L'histoire de famille d'esclaves existe chez nous. Si aujourd'hui, moi, je décide d'aller prendre une femme dans une famille de griots où on connaît que c'était des esclaves dans le temps, moi, je vais avoir tous les problèmes du monde avec ma femme. Et voir même des gens vont même dire que non, eux, ils ne vont même pas participer à ce mariage-là. Tu vas le faire seul si tu veux. Nous, on n'est pas dedans. Comment tu vas te rabaisser jusqu'à ce niveau-là pour aller marier une femme, une fille de 20 ans? C'est incompréhensible. Non, ça c'était à ma connaissance. C'était en 1994. Il y avait une de mes cousines. Elle a aimé le monsieur, mais malheureusement le monsieur est issu d'une famille
forgerons, je veux dire. Parce que chez nous, juste que les forgerons, c'est toujours la basse classe. Yeah. Forgeron. Les forgerons, c'est les basses classes. Yeah. Mais maintenant, la fille, elle est folle du monsieur. Maintenant, la famille, chez nous, on refuse. Le monsieur en question, il est forgeron, il vient d'une famille de forgerons. Il vient d'une famille de forgerons. Il est un vrai fonctionnaire de l'État. Il est millionnaire. Ah bon? Chez vous, ça existe? Même si c'est multimilliardaire, qui viennent de ces familles-là, tu ne peux pas oser aller prendre une femme. Sauf si tu as la chance, la fille est tombée amoureuse de toi. Elle veut rien savoir de pas obéir à ses parents. Ah là, si elle refuse aussi d'obéir à ses parents, elle va avoir le problème. Je te jure, la fille, elle a accepté, il faut qu'elle marie parce qu'elle a dit à ses parents, bon écoutez, si vous refusez que le mariage là se passe, moi je vais faire d'argent pour le monsieur. Ça c'est encore pire. Donc là, elle aussi, elle a menacé la famille. Voilà. Donc il y a certains membres de la famille qui disent la fille la fait qu'elle a dit là, il vaut mieux faire le mariage que de la laisser faire des enfants avec le monsieur comme ça. Est-ce que tu vois? Parce que là, ça a absolument devenu un compromis. Yeah, ça, comme elle l'a dit, elle veut le monsieur, donc ça va venir. C'est que finalement, là, mais toujours est-il qu'il y a certains membres de la famille qui n'ont même pas assisté. Ils sont restés réticents. Non, jamais. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est des gens, franchement, moi quand on le critique, c'est pas parce qu'on les aime pas, mais ils ont toujours quelque chose qui va te décevoir en eux. No matter what. Ils vont toujours te décevoir à part après. Aujourd'hui, là où je te parle à l'heure actuelle, l'année passée, j'étais en Afrique, c'est ça? J'ai retrouvé la femme maintenant. Elle vit seule avec ses quelques deux enfants qui sont avec elle. Le monsieur l'a abandonné, il est parti prendre encore une autre femme. Mais pourquoi? Parce que... il a usé, il a de l'argent, maintenant c'est fini, l'enfant n'a plus de pouvoir. Mais tu ne penses pas que c'est la pression de la famille, par exemple? Les gens tellement ils ont mal parlé de lui. Bien, même si on a mal parlé de toi et que la femme, elle a accepté malgré tout de faire ça. Ouais, c'est que vraiment l'abandonner. Ouais. Mais c'est ça leur problème, eux aussi. C'est leur grand problème. Tu vois, non. Sincèrement, c'est pas parce que moi, personnellement, je suis contre ces pratiques-là. Alors là, je suis contre ces pratiques-là. Mais, ils ont ces vices-là. Ça, c'est devenu un vice pour eux. Bon, oui. Ils vont finir toujours par te décevoir. Ça, c'est vrai. Les griots, les esclaves là. Les griots, ils vont toujours finir par te décevoir. C'est ça leur problème. Tu sais de quoi tu parles, toi? Yeah. Ok. C'est ça leur danger. C'est pas pour rien qu'on cherche toujours à les éviter pour mélanger avec eux. Tu vois, non? Parce que quand tu prends une femme, c'est pour avoir des enfants vraiment sérieux, en tout cas qui seront capables de quelque chose un jour. Ceux-là, ils sont déjà, bien que la connaissance parfois, peu importe un niveau. Quelquefois ça paye, hein, ce qu'ils disent là. Ah bon, hein? Oui, quelquefois quand tu vérifies dans la culture africaine, parce que vous savez, il y a plus souvent ce qu'on appelle la phobie. Bon. C'est tout à fait imaginaire. Mais c'est une imagination de peur qui n'est pas réelle. Qui est abstrait, quoi. C'est pas du tout réel. C'est pas du tout réel. Mais c'est ancré déjà. Donc, les gens risquent de faire le plus souvent comparaison immédiate lorsqu'il y a un problème similaire à ce qu'ils avaient pensé de voir, ils ont eu peur d'un. De ça, je vais te faire comprendre. C'est ça leur Parce que c'est comme si c'est un truc qui est déjà préconçu. Voilà. Il prend ça. Si tu épouses une cliente,
Voilà ce qui doit se passer. Ces enfants ne seront pas des enfants sérieux, ou alors les enfants longue vie. Ils pensent comme ça.